Hello tout le monde, c'est Jules et j'espère que vous allez bien. Avant de commencer, je vous invite à nous rejoindre en live tous les mardis entre 19h et 21h sur notre chaîne Twitch. Vous trouverez le lien dans la description. Et également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Je vous laisse et je vous souhaite un très bon visionnage. Bon. Donc je vais commencer directement par parler un petit peu du média, les dernières nouveautés qu'il y a eu. Donc récemment, on a commencé par migrer la newsletter de Ghost vers Substack. Pour vous, honnêtement, ça change pas grand-chose, mais le côté opérationnel, pour nous, ça change quelques petits trucs. La fréquence de la newsletter, elle va descendre à 2 fois par semaine. Si vous voulez la rejoindre, je vous invite à faire !NL, comme ça, vous avez un petit message automatique pour rejoindre la newsletter. Et donc voilà, concernant la newsletter, l'idée c'est de venir 2 fois par semaine, donc faire un petit récap des news. On cherche à réduire cette quantité de production écrite qu'on avait jusque-là, qui va nous permettre surtout de produire davantage de vidéos, qui est, on pense, le format le plus pertinent maintenant en 2025. Donc ça c'est la première news. Ensuite, pardon. On va avoir le retour du podcast. Donc le podcast, en fait, ça va être ce live, mais qui va être mis sur les plateformes. On va essayer de le découper, on va essayer de le segmenter en plusieurs parties, histoire que ce soit plus digeste, pas envoyer un gros live de 2 heures. Et surtout, l'idée, c'est d'avoir de l'interaction avec vous, comme je l'ai noté en bas. Et enfin, évidemment, nos deux principales plateformes actuellement, Info économique sur X, @InfoEco, et sur Instagram. Pour le coup, rien ne change, on continue dans cette direction puisqu'elle marche très très bien, donc rien à signaler de ce côté-là. Donc ça voilà, c'est vraiment les grandes lignes du média, n'hésitez pas à rejoindre la newsletter, vous pouvez faire !NL pour avoir un lien direct. Hop, donc ensuite, on va passer un petit peu à ce que vous pouvez trouver sur les lives Info Echo. Donc en fait, on a pris un peu la recette de ce qui fonctionnait pour le podcast, de ce qui vous plaisait, donc c'est-à-dire de l'actualité et des sujets décryptés, donc ce qu'on appelait à l'époque du podcast l'allongé. On va traiter les actus, donc c'est-à-dire les news qui font bouger le marché, on va les décrypter ensemble par la suite, et également les news qui font bouger nos valeurs. Donc notamment le suivi des résultats, le suivi des actus, des boîtes qu'on apprécie. On y reviendra un petit peu après. Et ensuite, on va avoir du coup le sujet de la semaine. Le sujet de la semaine, ça va être soit un décryptage économique, géopolitique, financier, un petit peu dans la même veine que ce que vous pouviez trouver sur le podcast, et également des analyses de valeur. Donc dans la même idée, on en trouvait sur la newsletter, on en trouve actuellement dans les dossiers, on y reviendra après. Et donc l'idée, analyser les valeurs, donc soit des valeurs que j'ai choisies, qui m'intéressent, que je trouve pertinentes, ou des valeurs que vous me demandez en masse. Si plusieurs personnes me demandent de parler de LVMH, je vais voir pour en faire quelque chose, pour en parler en live. L'idée, c'est évidemment de confronter à la fois mes idées et vos idées, et d'aboutir à la gestion du portefeuille communautaire. Donc vous voyez là. Je sais pas encore bien sous quelle forme ça prendra, mais dans l'idée, on va essayer de suivre, on va dire entre 14 et 17 valeurs à la louche, et de les suivre activement, et de faire des arbitrages au fur et à mesure de l'année, ensemble en live. C'est un petit peu l'idée. Important à noter, aujourd'hui c'est une exception, mais sinon les lives seront le mardi, ce que j'ai bien souligné ici, tous les mardis de 19 à 21h. Donc si vous voulez être là pour le live, ça sera tous les mardis pour l'instant, on va voir un petit peu comment ça se développe par la suite. Le live, il sera reposté sur Deezer, Spotify, Apple Music et YouTube. Vous pouvez faire la commande !podcast et !YouTube pour trouver un petit peu ces liens. Hop. Hello tout le monde, hello Lilian. Parfait. Donc voilà, est-ce que tout est clair? Donc j'essaie de passer rapidement sur le média, parce que je suppose que c'est pas non plus ce qui vous intéresse le plus ici, l'idée c'est de décaler assez vite vers la news. Mais dites-moi un petit peu si vous avez des questions, sinon on va directement passer à la suite. Tac. Comment je sub avec mon Prime? Aucune idée. Je pense que j'ai jamais sub avec un Prime, désolé. Hop, parfait.
Donc, on va directement pouvoir passer. Donc, vous voyez, le programme, il est un petit peu chargé aujourd'hui. Un news de la semaine, pourquoi j'investis dans les actions et pourquoi j'apprécie Google plus particulièrement. Donc, ça, c'est les trois, on va dire, grands titres du jour. Hop, donc, on commence sans plus attendre avec les news. Hop, excusez-moi. Non, c'est pas là, c'est ici. Parfait. Ah, les abos ne sont pas activés, bon, j'activerai ça au prochain stream, sans, sans aucun doute. Hop. Hop. Bon, du coup, concernant les news, hop, on commence avec un sujet dont je peux même plus vous dire combien de fois on l'a traité sur Info Économique. Je sais pas si vous avez entendu parler des tarifs douaniers. Donc, aujourd'hui, de grosses news concernant les tarifs douaniers. D'une part, des nouveaux tarifs douaniers qui ont été décidés récemment, et d'une autre part, des tarifs douaniers spécifiquement sur un matériau, donc en l'occurrence le cuivre. On va commencer avec les taux qui ont été décidés récemment par Trump. On va citer les trois principaux. Donc on va avoir le Japon, la Corée du Sud et la Malaisie, donc qui tous les trois feront face à des tarifs de 25%. C'est extrêmement important pour ces trois pays parce que, comme vous pouvez le voir sur le côté, ça représente quand même pas mal d'exportations. Donc plusieurs centaines de milliards pour le Japon et la Corée du Sud et 50 milliards pour la Malaisie. Les secteurs touchés, comme indiqué sur le graphique de Bloomberg, auto, les parties d'auto, le pharmaceutique et l'industrie, enfin les parties de machines sur Bloomberg. Pour la Corée du Sud, pareil, auto, partie d'automobile, et concernant la Malaisie, ça va être des parties électroniques. Donc des pièces pour vos smartphones ou tout ce genre de choses. La deadline, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que c'est le 1er août. Donc ça fait déjà 2 fois de tête que Trump décale les droits de douane. Donc on est quand même sur un rythme assez régulier, et il a clairement indiqué qu'il était encore ouvert aux négociations. Donc comme disent les Américains, TACO, donc c'est-à-dire Trump always chicken out, Trump se dégonfle toujours, en gros on peut traduire ça comme ça. Il y a de fortes chances pour que ça bouge encore d'ici là, mais on aura évidemment l'occasion d'en reparler. Le problème avec ces nouveaux taux, c'est surtout que la Fed qui s'inquiète du risque d'inflation, toujours ce même problème en fond, en arrière-plan. Rien à ajouter de ce secteur, de ce côté, mais ça n'incitera certainement pas Powell à faire davantage de baisse de taux. Dans la même veine, du coup, les tarifs douaniers, 50% sur le cuivre qui ont été annoncés, donc je vous ai mis un petit graphique pour voir un petit peu la réaction du marché instantanément. Plus 13% en l'espace de quelques minutes, hein, ce que vous voyez ici, c'est quand même assez impressionnant. Le problème du cuivre, en fait, pour le coup, c'est que, donc si je me mets ici, le cuivre il est utilisé dans toute une flopée de nouvelles technologies notamment, donc que ce soit pour les puces, que ce soit pour les smartphones, que ce soit pour l'automobile, les data centers ou les énergies renouvelables. Encore une fois, c'est vraiment pas bon pour l'inflation, c'est toujours le problème majoritaire des tarifs douaniers, mais donc ça sera surtout ces secteurs qui seront impactés. Excusez-moi. Les 2 pays les plus touchés, ça va être le Chili et le Canada. Pour le coup, sauf si vous êtes extrêmement investi au Canada, pas de souci. C'est des choses qu'il faudra surtout surveiller. Une démission possible de Powell à cause du harcèlement qu'il prend, je sais plus quand se termine son mandat. En vrai, ça me paraît assez peu probable quand même. Je pense qu'il finira son mandat, mais j'ai envie de dire, de un, c'est pas quelque chose sur lequel on a quelconque poids, donc en fait on est juste dépendant de la décision, c'est pas quelque chose qu'on peut anticiper dans tous les cas. Et de deux, en fait, ça me mettrait quand même vachement en péril, dans le sens où la Fed, donc la Banque fédérale américaine, Banque centrale américaine, est censée être indépendante. Donc je mets des gros guillemets, parce que dans les faits, elle bosse plus ou moins près du gouvernement, surtout en ce moment avec Trump qui insiste pour faire des baisses des taux. Et si Trump décide de limoger Powell, de le virer, en fait on va avoir un gros problème de confiance envers la Banque centrale américaine. Donc c'est pour ça qu'à mon sens, ça me paraît quand même peu probable. S'il voulait le faire, il l'aurait déjà fait. On verra ce que l'avenir nous dira de ce côté-là. De toute façon, on n'a pas de carte en main de ce côté-là.
Ouais, c'est vrai que Trump, il va assez franco avec Powell. Powell, ça a pas l'air de le faire bouger, donc vraiment, pas trop de doute là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que je passe à la suite? Est-ce que c'est clair? Est-ce que le son est bon? Dites-moi tout, tant que je reprenne une petite gorgée d'eau. Petite gourde du surfing Bitcoin d'ailleurs. Ah, hop. Ok, bon, je vais passer tranquillement à la suite s'il n'y a pas de questions. Donc, prochaine news, donc là c'était un groupement de 2 news, mais qui sont associés de près ou de loin aux États-Unis et aux tarifs douaniers notamment. Donc, les Échos qui titrent SpaceX vise une valorisation record de 400 milliards de dollars. Donc actuellement sa valorisation est de 350 milliards, mais il le vise 400 milliards désormais, ce qui ferait de SpaceX la société, la start-up la plus chère du monde. Donc, à savoir que SpaceX actuellement, ça regroupe on va dire deux grands arcs. Donc, d'une part, on va avoir Starlink, je vous le sens très bien. D'une part, on va avoir Starlink, qui représente actuellement 50% des revenus de SpaceX, et qui compte déjà plusieurs millions d'abonnés. Donc, l'idée de Starlink, c'est évidemment fournir Internet par satellite. Ça représente quand même un sacré marché, parce qu'il y a quand même beaucoup de clients potentiels, et surtout ça peut avoir un impact mondial, si tant est que les prix descendent. Donc voilà, SpaceX détient Starlink et c'est quand même une sacrée carte. Deuxièmement, SpaceX gère les fusées Starship, qui bossent pas mal avec la NASA, que ce soit des atterrisseurs lunaires, des lanceurs lourds pour des missions scientifiques, voire même des plateformes logistiques. Tout ça, c'est très bien. Maintenant, la grande question, c'est qu'est-ce qui se passe avec les incertitudes politiques du moment? Donc notamment, on a pu voir que Elon Musk, je sais pas si vous avez vu, non, vous avez dû tomber dessus, il y a eu une petite embrouille entre Elon Musk et Trump, notamment au sujet du Big Beautiful Bill, donc c'est la loi fiscale américaine. Bon, là-dessus, les gens sont un peu divisés. Certains disent que Musk est contre cette loi parce que elle met en péril ses subventions envers les véhicules électriques, donc ce qui évidemment n'arrange pas à Musk. D'un autre, certaines personnes pensent également que Elon Musk s'inquiète simplement de l'état de la dette. Chacun aura ses visions là-dessus, mon opinion importe peu, mais en tout cas, Musk a créé le Parti de l'Amérique, donc un parti qui vise probablement à gérer la dette, et on sait pas trop ce que ça va donner par la suite, pour l'instant il n'y a pas de programme clair. Je pense que l'objectif c'est surtout de remuer un petit peu les prochaines élections, donc les élections mid-term, qui arriveront de tête en 2026, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, c'est un petit peu... Hop. Je vous propose d'enchaîner directement sur la dernière news, qui à mon sens est la plus intéressante en vrai en tant qu'investisseur, parce que Meta achète donc 3% du fabricant de lunettes Essilor-Luxottica. Pourquoi je trouve que c'est particulièrement intéressant? Donc, les chiffres, c'est que Meta a pris une participation de 3% pour 3 milliards d'euros dans l'entreprise. Donc, à savoir qu'Essilor-Luxottica, c'est un fabricant de lunettes qui détient notamment Ray-Ban et Oakley. Donc, c'est deux marques que vous connaissez très certainement. Et donc, Facebook fait ça pour s'immiscer encore plus dans les lunettes connectées, en fait, assez simplement. On peut déjà voir que les lunettes Meta Fit Ray-Ban, c'est plus d'1 million d'exemplaires vendus, donc ce qui est quand même un très très beau score, sachant que c'est un marché assez nouveau, en fin de compte, hein, c'est quelque chose qui n'existait pas il y a encore 5 ans. Donc très très bon score, et bientôt ils sortiront les lunettes Oakley Fit Meta pour intégrer le marché du sport, donc en égérie Kylian Mbappé, ça va. Donc voilà, les quelques news concernant vraiment les lunettes connectées de Meta. Le marché des lunettes connectées actuellement, enfin en 2024 pardon, c'est 1,93 milliard de dollars, et les projections de Bloomberg, donc je pourrais vous mettre un lien quelque part, c'est 8,26 milliards en 2030, donc c'est un gros gâteau que Meta n'est pas le seul à vouloir prendre, hein. On sait que Apple a lancé le Apple Vision Pro l'année dernière, qui n'a pas été non plus un très très franc succès, mais
qui a permis de faire des tests. Il n'avait pas pour but de toute façon d'être un succès commercial, mais dans l'idée, Apple voudrait s'immiscer davantage dans ce secteur. Les Apple Glass sont prévus pour 2027 également, enfin du moins il y a des rumeurs. Donc voilà, c'est un sacré gâteau, Meta et Apple sont déjà sur le coup, mais Apple a quand même un sacré désavantage, ou Meta a quand même un sacré avantage, c'est que donc ces lunettes, elles ont comme deux fonctionnalités, on va dire, majeures. Dans l'absolu, il y en a plus, mais les deux plus intéressantes, c'est les photos vidéo. Le gros avantage de Meta de ce côté-là, ça va être que Meta détient en fait tous les réseaux sociaux que vous utilisez, que ce soit WhatsApp, que ce soit Instagram, que ce soit Thread, que ce soit Facebook. Ils détiennent tout, et donc j'ai pu essayer ces lunettes à Vivatech, et c'est vrai qu'il y a une intégration qui est forcément extrêmement pertinente de je prends les photos avec mes lunettes, ça se retrouve dans l'application Meta, et instantanément je peux les partager sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Donc ça c'est une grosse intégration. Et également, la deuxième fonctionnalité de ces lunettes, ça va être l'assistant IA, c'est peut-être la plus importante en fin de compte. L'avantage de Meta sur ce segment, il est absolument évident, c'est que ils ont déjà leur IA fonctionnelle, donc c'est Llama. Ils recrutent à tour de bras des ingénieurs dans l'IA, alors qu'Apple, ils sont quand même ultra à la traîne de ce côté-là. Ils ont, pour ainsi dire, pas d'IA, à part Siri qui date de 2013. Ça marche pas très bien, c'est plus très à la page, et ils se retrouvent quand même dans une position sacrément défavorable. Donc voilà, c'est plutôt, donc je vous ai transmis cette news plutôt pour que vous preniez en compte cette narrative des marchés, cette narrative de lunettes connectées. Ça intéresse Meta, ça intéresse Apple, ça doit vous mettre la puce à l'oreille, on va suivre un petit peu ce qui se fait du côté des lunettes connectées. Est-ce qu'on peut considérer que Apple Vision Pro c'est un flop comparé au Meta de Ray-Ban? À mon sens, pas vraiment, parce que le but d'Apple via le Vision Pro, c'était surtout de faire une bêta test. C'est quand même des produits qui sont beaucoup plus avancés que les Meta Ray-Ban. Les Meta Ray-Ban, basiquement, c'est des lunettes avec une caméra. C'est tout. Apple Vision Pro, il y a quand même tout ce truc de tu es totalement immergé dans l'informatique, c'est de l'informatique spatiale, c'est forcément pas le même prix, mais ça reste une prouesse technologique qui n'a absolument pas trouvé son public. Mais Tim Cook, ça, il le disait déjà que ça n'allait pas trouver son public, que c'était un prototype, que c'était une bêta, et qu'ils n'allaient pas en vendre beaucoup. Ils avaient même pas d'attente commerciale envers le Vision Pro de toute façon. Et concurrence au GoPro, ouais, donc notamment Oakley qui vise à concurrencer un petit peu ce marché de GoPro en fait, hein, avec ses lunettes connectées, c'est des lunettes qui s'intéressent avant tout aux sportifs. Donc ouais, super intéressant de venir un petit peu faire de la concurrence dans un secteur assez niché quand même. Ah. Dites-moi si c'était clair, hein. Si vous avez des questions, tout ça, hop. Je ne sais pas combien on est sur le live. J'ai pas pris la data. IMO, le Vision Pro serait sorti dans tous les cas, car trop d'investissement et trop de thunes investies. Ouais, puis je pense qu'Apple a un coup à jouer en fait dans ce truc de l'informatique spatiale, hein. Je voyais une vidéo de Léo Duff récemment qui expliquait justement que le liquid glass, donc c'est la prochaine technologie d'Apple, la prochaine mise à jour de nos interfaces, qui donne un effet un peu vert, un peu bizarre, qui expliquait qu'en fait c'était surtout pour habituer les gens à ce truc un petit peu de vert d'informatique intégrée. Donc ouais, hyper intéressant, je pense que c'est un bon segment pour qu'Apple s'y mette, mais ils ont quand même ce problème d'intelligence artificielle, alors que pour moi les lunettes connectées vont forcément de pair avec l'intelligence artificielle. Là où Meta ont été très forts, je trouve que c'est dans le point de vue qu'offrent ces lunettes, les Ray-Ban Meta. C'était vraiment vraiment chaud ce qu'ils ont fait. Le point de vue, il est vraiment extrêmement immersif. Je trouve qu'ils ont été très très forts là-dessus, quoi. Hop. Hop, dites-moi si vous avez des questions, on passe à la suite assez rapidement, hein, je vous laisse le temps de reprendre votre souffle. Je donne pas mal de data. Ah. Bienvenue à tous les nouveaux d'ailleurs, hein, je vois tout le monde qui s'abonne. Merci pour les followers. Hop. Je vais passer à la suite tranquillement. Hop.
J'ai une notification quand quelqu'un reposte le stream. Donc, je pense que sans plus attendre, on va passer au gros sujet du jour, donc, qui est pourquoi je préfère investir dans les actions plutôt que les ETF. Donc, hop, oula. Hop, hop, hop. Je zoome un petit peu. Hop, parfait. Donc, le gros sujet du jour. Donc, avant de vous expliquer pourquoi je préfère investir dans les actions plutôt que dans les ETF, j'aimerais vous dire, donc, mini point gestion de patrimoine, qu'en fait tout ça dépend quand même pas mal de vous, votre façon, enfin où vous en êtes actuellement, de vos revenus, de l'âge, de vos projets de vie. Est-ce que vous avez un enfant? Est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes marié? Enfin bref, tout ça dépend quand même, enfin votre façon d'investir et les classes d'actifs que vous choisissez dépendront pas mal en fait de votre situation actuelle au global, donc des revenus à l'âge en passant par les projets de vie. Moi personnellement, évidemment le stock picking c'est quelque chose qui me convient. Hop. Mais donc il y a plusieurs objectifs au fait de faire du stock picking à mon sens. Donc, dans un premier temps, petit disclaimer, le problème du stock picking, c'est qu'il demande du travail / du temps. Donc, vous avez deux grandes missions en choisissant vos propres actions, c'est-à-dire comprendre le monde, suivre les actualités. Donc, ça va vous permettre, comme là par exemple avec l'exemple de Meta et Apple qui s'intéressent aux lunettes connectées. Donc, tu vois, par exemple, ça c'est une narrative qui peut être intéressante de souligner. Dans un même sens, donc ça c'est macroéconomie, et en termes de microéconomie, vous avez besoin de comprendre les valeurs que vous avez, de faire vos recherches sur les valeurs, etc., etc., et surtout, et on y reviendra, suivre les résultats. Donc les résultats, pour moi, c'est vraiment le devoir, enfin, si vous deviez n'avoir qu'une seule chose à faire en tant qu'actionnaire, c'est suivre les résultats, suivre les transcripts, suivre toutes ces choses-là. C'est vraiment indispensable et on parlera de pourquoi après. Si vous n'avez ni l'envie ni le courage ou si vous ne sentez simplement pas d'aller vers du stock picking, ne vous embêtez pas, prenez des ETF, ça fera très bien l'affaire. Donc, l'idée du stock picking, c'est d'avoir le plein contrôle de mes investissements. Vous avez deux grandes missions ainsi, c'est de 1, éviter les mauvais élèves. Quand vous investissez dans un ETF SP500 par exemple, vous investissez dans les 500 plus grandes boîtes des États-Unis. Ça comporte évidemment Nvidia, Microsoft, Google, Amazon, toutes ces belles boîtes, mais ça comporte probablement au moins 200, 300 boîtes qui n'ont plus trop de croissance, qui sont plus très intéressantes, donc qui risquent de peser en fait sur votre performance, hein, simplement. En achetant des milliers d'entreprises, vous en achetez forcément des mauvaises. Ça vaut aussi pour les ETF Forward, ça vaut aussi pour tout un tas de choses. L'idée, à travers le fait de choisir de faire du stock picking, ça va être surtout de concentrer les investissements. L'idée derrière ça, c'est de rechercher une surperformance, de sélectionner les valeurs qui surperforment même légèrement le marché. Et en faisant ça, en fait, on profite d'une liberté que les gestionnaires de fonds n'ont pas. Parce qu'évidemment, je sais ce que vous allez me dire, les gestionnaires de fonds professionnels ne battent souvent pas le marché. Mais en fait, il y a quand même deux raisons à ça. D'une part, vous allez avoir des frais. Donc forcément, imaginons, donc tous les gestionnaires de fonds ont ce qu'ils appellent un benchmark, donc ça veut dire une baseline, comment je pourrais dire ça, une référence, on va dire. Généralement, leur référence, par exemple, s'ils travaillent sur des actions américaines, ça va être le SP500, ça va être leur point d'ancrage, ce à quoi ils vont se comparer en termes de performance. Et donc ça va être leur benchmark, et leur but, ça va être de faire au-dessus. Par exemple, si le SP500 il gagne 10% sur l'année, leur objectif, ça va être de faire 11 ou 12%. Leur problème, c'est que ils ont des frais. Forcément, si vous avez de la gestion active, vous avez forcément des frais qui viennent avec. Donc hypothéquons que le SP500 fasse plus 10% en 2024, pardon, et qu'un gestionnaire de fonds ait fait la performance de plus 11%, mais avec 2% de frais. Bah, il n'a pas battu du coup son indice de référence. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut prendre en compte quand on parle de la statistique de 90% des gestionnaires de fonds actifs sous-performent leur indice. C'est une des premières choses à prendre en compte. Et deuxièmement, c'est contraintes réglementaires. Donc c'est pas forcément réglementaire, ça peut être réglementaire, ça peut être lié aux règles au sein de la banque, au sein de la personne pour qui elle travaille, mais elles ont mécaniquement des contraintes de diversification. Elles ne peuvent pas détenir trop peu de titres parce que ça concentre davantage le risque, et forcément, en diluant leur performance,
à travers de multiples entreprises pour pouvoir répondre aux exigences, bah forcément, au bout d'un moment, la performance se retrouve plombée. Donc, ça, c'est, à mon sens, les deux grandes raisons qui expliquent que les gestionnaires de fonds actifs ne réussissent pas à battre le marché. En revenant sur la diversification, donc je vous ai expliqué que moi, mon objectif, c'était de concentrer mes investissements. En fait, il y a un papier qui est sorti, bon maintenant je pense que ça fait quand même quelques décennies qu'il est sorti ce papier, qui comparait en fait le risque marginal versus le nombre de titres que quelqu'un détient en portefeuille. Donc ce qu'il a découvert en fait assez simplement, c'est que entre 10 et 20 positions, le risque diminue drastiquement. Entre 20 et 30, il disparaît déjà de plus grand chose, et au-delà de ça, entre 50 et 100, il n'y a quasiment aucune différence. Donc, au-delà de diversifier, on va prendre à la louche, on va dire 20, ça va plus avoir beaucoup d'impact sur le risque au-delà de 20 titres différents. Et ça, évidemment, c'est hyper important à comprendre. Mécaniquement, ça vous pousse à réduire le nombre de valeurs que vous avez en portefeuille, et en fait, vous concentrer sur des valeurs dans lesquelles vous avez une forte conviction. Je vais parler d'une valeur dans laquelle j'ai des grosses convictions juste après, évidemment. Et donc, gardez les 15-20 valeurs que vous connaissez bien, dont vous croyez à la narrative, vous savez vous avez l'impression qu'elles ont un edge, en tout cas, vous suivez régulièrement la boîte. Et de cette façon, en concentrant les portefeuilles sur vos convictions, vous allez être plus confiant dans les boîtes sur lesquelles vous investissez. Mécaniquement, je vous parlerai un peu d'une erreur que j'ai faite récemment, mais en tout cas, je peux vous assurer que en concentrant votre portefeuille sur des boîtes dans lesquelles vous croyez vraiment et que vous connaissez bien, vous réduirez drastiquement le risque de vendre dans la panique. Et finalement, peut-être que le meilleur des deux mondes, c'est de juste faire du stock picking avec des ETF en plus. On peut imaginer totalement un portefeuille où il y a 50% d'ETF et où il y a 50% de stock picking, ou plus ou moins en fonction de votre confiance. C'est des choses qui sont totalement faisables. L'idée, c'est pas de dire les ETF, ça doit se mettre à la poubelle. Les ETF, c'est super pertinent, mais je pense que si vous avez un peu de temps et que si vous avez si vous êtes vraiment intéressé par ce segment, je pense qu'il y a mieux à faire. Je fais une petite pause ici. Hello Gazeka. Est-ce que les actions en propre sont plus safe légalement d'un point de vue légal par rapport à un ETF et PEA contre CTO? Est-ce qu'elles sont plus safe légalement? C'est vrai que c'est une très très bonne question pour le coup. Je sais pas comment ça se passe typiquement si un émetteur d'ETF comme BlackRock fait faillite demain. Bon déjà en vrai l'action elle vaudra probablement plus grand chose. Mais honnêtement je ne sais pas si c'est mieux. Je pense que l'idéal c'est quand même de détenir le titre et au nominatif. Donc là en termes légal je pense qu'on fait pas mieux. Mais voilà. Et PEA contre CTO, je sais pas où va la question PEA contre CTO par rapport à quoi. Voilà, étaye un peu la question si tu peux, histoire que je puisse mieux comprendre. Donc est-ce que tout est clair pour le moment? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tout est bon? Vous n'êtes pas perdu? Hop. Hello à tous ceux qui viennent de rejoindre. Le replay sera dispo en intégralité sur YouTube. Hein. D'ailleurs, pour ceux qui le souhaitent, il sera disponible aussi en podcast. C'est ce que j'expliquais. Vous pouvez faire la commande point d'exclamation YouTube pour trouver notre chaîne et ce sera publié dans les prochains jours. Ok, parfait. Hello Chopay aussi, bienvenue à toi. Maintenant, on va pouvoir parler de mes critères. Donc d'abord, je vais commencer par comment j'investis, avant de passer aux critères. Faut que je vous tienne faut que je vous tienne votre attention. Donc, ma philosophie d'investissement, en fait, elle vient majoritairement de 3 personnes. Donc, à savoir que ça fait 4-5 ans que je traîne plus ou moins activement sur les marchés. Et donc, parmi les 3 personnes qui m'ont particulièrement intéressé, il y a Ray Dalio, donc Ray Dalio qui est un investisseur de légende, qui a fait beaucoup de thèses macroéconomiques, qui est extrêmement intéressant à suivre. Joseph Carlson, qui est un youtubeur américain, et Xavier Delmas, qui est un youtubeur français, donc qui a travaillé chez Zone Bourse, et qui m'a appris vraiment beaucoup de trucs aussi, donc sa chaîne c'est Xavier Delmas également. C'est vraiment ces 3 personnes-là qui m'ont marqué, et qui ont marqué ma façon d'investir, qui m'ont enseigné pas mal de choses, sans compter mon expérience professionnelle auparavant chez CoinHouse, où j'ai aussi pu rencontrer des gens qui ont marqué d'une certaine façon ma façon d'investir. Mais voilà. Donc, ces 3 personnes-là, je vous recommande de suivre leur travail. En attendant, on va parler des critères
que j'utilise pour acheter une action. Donc, déjà, évidemment, j'aime bien les entreprises qui récompensent ses actionnaires. L'idéal, pour moi, c'est le top du top, c'est le rachat d'actions. Donc le rachat d'actions, c'est une pratique qui est devenue, enfin, ça existe depuis des dizaines d'années, hein, mais c'est un truc qui est devenu très très commun en 2022-2023. L'idée, c'est que la boîte, elle rachète ses propres actions, histoire de réduire le nombre qui est en circulation, et, hop, et soutenir le prix, en fait, de l'actif. Et la deuxième possibilité pour récompenser les actionnaires, ça va être les dividendes que vous connaissez. Les dividendes, c'est bien aussi, ça dépend un petit peu de votre vision. Est-ce que vous voulez du cash flow? Est-ce que vous voulez obtenir du cash à un moment? Dans l'idée, moi, je préférais toujours une entreprise qui réinvestit ses bénéfices. Pour le coup, je suis vraiment pas du tout pro-dividende. C'est pas, c'est vraiment le dernier de mes critères pour investir dans une boîte. Ça m'intéresse pas du tout. Donc ça, c'est deux facteurs qui peuvent m'indiquer quelque chose d'intéressant, que ce soit rachat d'actions, dividendes, c'est des choses que j'aime bien voir sur une boîte. Ensuite, là, ça devient plus intéressant. J'aime bien les boîtes qui sont en situation soit de monopole, soit de duopole, soit d'oligopole, en tout cas une boîte sur laquelle il n'y a pas 4000 concurrents. Donc généralement, si c'est un monopole, un duopole, ou qui a une poignée d'acteurs, c'est que c'est un segment qui est difficile d'accès, soit par barrières capitalistiques qui sont très élevées, soit par une barrière de savoir-faire qui est très élevée. Il peut y avoir différentes raisons à ça. Je vais vous donner quelques exemples. Comment vous rattrapez Amazon actuellement sans littéralement peut-être des milliers de milliards de dollars. Elle a ses plateformes logistiques, elle a tous ses livreurs, elle a sa plateforme de services vidéo, elle a tellement de choses Amazon. Ils sont fortement investis dans la robotique, ils essayent d'automatiser un maximum leurs hangars, leurs technologies. Donc, puis en plus, ils sont massivement installés géographiquement, ils sont vraiment partout dans le monde, Amazon, pour le coup. Donc pour toutes ces raisons, Amazon est une boîte qui va être difficile de concurrencer. Si demain quelqu'un veut concurrencer Amazon, il va falloir qu'il ait les reins très solides. Le deuxième exemple, ça va être ASML. Donc là, ça va être une barrière différente à l'entrée. Là, ça va vraiment... Enfin, d'une part, il va y avoir la barrière capitalistique. C'est-à-dire que pour rattraper ASML, il faudra trouver une flopée d'ingénieurs et les payer très très cher et trouver tout le savoir-faire de la boîte. Et ouais, d'une autre part, il faudrait investir également beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Donc ASML, ça fait... donc ASML, pour ceux qui ne savent pas, j'aurais peut-être dû revenir là-dessus avant. ASML, c'est une boîte qui fabrique des machines qui servent ensuite à fabriquer des puces. Donc ça, on en a parlé dans notre dossier sur l'intelligence artificielle. Vous pouvez le trouver directement en mettant point d'exclamation dossier dans le chat Twitch. Vous aurez un lien qui vous amènera vers le dossier. On en a parlé plus en détail, donc dans l'idée, pour vous faire très très court, la première étape, c'est que ASML, enfin d'abord, il y a les matériaux. Ensuite, ASML, c'est l'entreprise qui fabrique les machines qu'elle vend à TSMC, et TSMC récupère les plans de puces de Nvidia pour imprimer sur les circuits. Voilà, c'est très très raccourci, hein. L'idée c'est de vous donner comment ça marche en grand angle. Si ça vous intéresse, on fera probablement un live dédié à l'intelligence artificielle, dédié à toutes ces choses, mais c'est pas le sujet du jour. Ensuite, on va avoir deux boîtes qui sont un petit peu dans le même cœur de métier, on va dire, donc ça va être Mastercard et Visa. Visa et Mastercard, donc c'est des boîtes qui gèrent les réseaux de paiement, hein, c'est simplement. Là, le problème, c'est comment on fait pour attaquer ce marché, en fait. Comment voulez-vous créer une nouvelle carte qui soit en dehors de ces deux réseaux de paiement, et enfin, il faudrait vraiment un impact énorme sur le marché, il faudrait vraiment des gros capitaux et des gens qui connaissent très très bien comment tout ça fonctionne, parce que ça ne peut pas être fait rapidement. Ensuite, GTT. Donc GTT, c'est une boîte c'est une boîte française, qui construit des méthaniers, donc c'est-à-dire des bateaux pour transporter du gaz naturel liquéfié. Et là, pour le coup, c'est une grosse barrière technologique. C'est-à-dire que l'entreprise dépose chaque année des centaines, voire des milliers, je suis pas sûr de moi, mais en tout cas des centaines de brevets pour appuyer leur technologie, ce qui fait que ça devient très très compliqué de les rattraper, et en plus, elle est également en situation de monopole. Et enfin, Google reviendra sur la boîte plus en détail par la suite, mais je pense que le monopole est assez clair, déjà sur la recherche, même s'il est menacé par ChatGPT,
Elle agit également la vidéo, c'est elle qui a le monopole via YouTube de la vidéo produite par Monsieur Tout-le-Monde et pas par des boîtes de prod. Elle a Waymo qui fait de la voiture électrique autonome. Bref, c'est une barrière capitalistique pareil qui est extrêmement élevée. Et puis en plus là, il va falloir venir bousculer les habitudes des gens. Jusqu'à preuve du contraire, Google, c'est toujours le site le plus visité au monde, ce qui est quand même un sacré avantage. Et donc voilà, c'est quand même, ça va quand même être très très difficile de rattraper Google. Je fais une petite pause ici. Dites-moi si c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, je fais des pauses régulièrement. Je check un petit peu le chat et puis on reprend si c'est clair. Ah. Ok, bon, pas de questions, je passe à la suite. Donc suite de mes critères après les monopoles, croissance stable, saine, régulière et prévisibilité des revenus. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc là, typiquement, je vous ai sorti deux graphes qui sont très très clairs, de chiffres d'affaires de deux boîtes différentes. S&P d'un côté, qui est une boîte qui fait essentiellement de la notation de dette, mais pas que, elle a pas mal de business. Et Renault, qui vend les voitures que vous connaissez très bien. Vous voyez très bien la différence entre ces deux graphes. Là, on peut voir une croissance régulière, il y a une accélération entre 2021 et 2022, mais grosso modo, on est quand même sur une boîte qui a juste simplement une croissance régulière et saine. Pourquoi cette croissance, elle est régulière et saine? Parce que une partie de leur modèle fonctionne sur base d'abonnement, donc déjà, c'est bien parce que ça permet de l'assurer, de la visibilité sur les revenus que va encaisser l'entreprise. Et puis ensuite, bah, comme ils sont dans un secteur où il y a quelques concurrents, il y a Moody's et une autre entreprise dont je n'ai plus le nom, qui sont sur ce segment, donc ce qui fait qu'elle est quasiment en situation, encore une fois, de monopole. Tout de suite, ça rend la boîte assez attrayante. A contrario, Renault, elle va dépendre beaucoup de la conjoncture économique, elle va dépendre de pas mal de paramètres. Est-ce qu'ils sortent une bonne voiture? Est-ce qu'ils ont de l'avance technologique? En tant qu'actionnaire, vous avez aucune visibilité, enfin, sauf si vous suivez très très activement la boîte, mais même, je pense que vous avez quand même pas une énorme visibilité sur ce type de boîte. Et pour ces raisons, bah, là pour moi, il n'y a pas photo. Si je dois comparer ces deux sociétés juste sur base de leur chiffre d'affaires, je choisis SP tous les jours, parce que juste au graphe, vous comprenez pourquoi. Croissance saine et stable des revenus. Ensuite, quatrième critère, on est? Quatrième critère, pas de business que je ne comprends pas. Donc là, j'ai mis d'une part Novo Nordisk, qui est une boîte dans la santé sur laquelle j'ai fait possiblement mon pire investissement ever. Pourquoi j'ai fait un mauvais investissement sur Novo Nordisk? Assez simplement parce que je n'ai aucune compétence en chimie, en santé, enfin c'est pas quelque chose que je comprends bien, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai un avantage. Donc je l'ai acheté trop cher parce que je ne savais pas l'évaluer, et je l'ai vendu parce que bah, en fait j'ai aucune conviction dans l'entreprise puisque je ne comprends pas bien où est son avantage. Donc si ça baisse un peu, je vais me dire aucune raison de rester là-dedans. Deuxième boîte, Air Liquide. Air Liquide, c'est probablement une très belle boîte, mais son business est extrêmement complexe. C'est une des boîtes les plus détenues de tête en France, mais c'est quand même très très compliqué ce qu'elle fait, donc pas spécialement envie. Je trouve qu'il y a assez de belles boîtes dont je comprends l'intérêt qui existent pour devoir m'aventurer sur des boîtes que je ne comprends pas trop. Donc ça, si vous avez des insights, n'hésitez pas à les utiliser. Donc typiquement, si vous êtes, je sais pas, si vous êtes opticien, vous avez probablement quelques boîtes qui vous reviennent, qui innovent dans ce secteur-là. Peut-être que ça peut vous aider. Ça vaut pour à peu près tous les secteurs. N'hésitez pas à utiliser vos compétences. Moi, c'est pour ça que vous allez voir que je vais quand même souvent parler de technologie parce que c'est un secteur dans lequel je me sens plus à l'aise, je comprends mieux, et j'ai fait un petit peu d'études en informatique, mais c'est extrêmement négligeable. Mais dans l'idée, c'est quand même un secteur que je comprends mieux que par exemple la santé. La santé, j'ai vraiment aucun avantage par rapport à n'importe qui, quoi. Donc voilà, et deux derniers critères, pardon. Le rendement sur capital investi. Donc, qu'est-ce que c'est le rendement sur capital investi? C'est assez simplement comment l'entreprise se sert du capital à sa disposition pour faire des investissements pertinents. Donc en fait, c'est juste pour évaluer si l'entreprise sait utiliser le cash qu'on lui donne, sait quoi faire, sait où placer pour grossir, pour avoir de la croissance, tout simplement.
Et dernier point, après je prendrai les questions, un relais de croissance potentiel, donc ça c'est un petit peu plus propre à chacun, enfin ça tient un petit peu de la narrative. Typiquement, je vais prendre l'exemple d'Apple. Apple, c'est certes une énorme boîte et une très belle boîte, mais le problème, c'est que niveau relais de croissance actuel, donc on vient de parler des lunettes qui peut en être un si vous y croyez fortement, mais elle ne vend pas plus d'iPhone sur une année à l'autre, elle ne vend pas plus de Mac sur une année à l'autre, elle ne vend pas plus d'iPad sur une année à l'autre. Le seul secteur dans lequel il y a de la croissance chez Apple, ça va être les services. Donc, c'est-à-dire Apple Care, Apple Games, enfin leur truc pour le jeu, Apple Fit, enfin tous ces petits services que Apple vend sous forme d'abonnement au fur et à mesure. Là, ils ont de la croissance. Apple TV+, aussi d'ailleurs, mais sinon, sur tous les autres segments, ils vendent pas plus d'une année à l'autre, donc ça veut dire que la boîte, elle patine un petit peu. A contrario, si je prends des boîtes technologiques comme Amazon, typiquement, bon, elle a tellement de relais de croissance, que ce soit dans le cloud déjà, que ce soit dans la robotique, c'est des sujets qu'on sait qui seront là plus tard, sur l'intelligence artificielle d'ailleurs, c'est des sujets qu'on sait qui seront là plus tard, et que Amazon est déjà présent, elle a déjà de la croissance, notamment au niveau du cloud, et de la grosse croissance, hein, on parle de 30% par an de tête, donc forcément, ça rend le truc un petit peu plus attractif. Donc, typiquement, pour Renault, je pourrais pas vous donner de relais de croissance potentiel, il n'y a aucun moment où Renault d'un coup va exploser. Donc voilà, bien segmenter les deux. Dernière petite chose, ce qui a aucune importance pour moi, c'est d'une part les dividendes. Comme je vous l'ai dit au début, c'est vraiment pas quelque chose, c'est pas un critère. Je me fiche de savoir si l'entreprise verse des dividendes ou non. Ça ne rentre en aucun cas dans la considération que j'ai pour l'entreprise. Et de deux, c'est l'enveloppe fiscale. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en France qui investissent exclusivement sur le plan épargne action, parce que forcément la fiscalité est un peu plus intéressante, mais je pense que ça ne doit pas être un facteur décisif dans vos décisions d'investissement. Si, typiquement, si la technologie vous intéresse, bon courage pour investir en Europe, parce que de tête, je peux citer EssilorLuxottica, du coup, à la limite, mais c'est même pas quelque chose que je considère comme une boîte technologique, quoi. Donc, voilà, pas de considération sur l'enveloppe fiscale, je trouve une belle boîte, qu'elle soit éligible compte titre ou qu'elle soit éligible plan épargne action, ça n'a aucune différence pour moi. Et voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour sur le gros sujet, pourquoi j'investis dans les actions et pas dans les ETF. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Hop, je vais essayer de chercher un petit peu. Je ne sais même pas si je peux voir par quelconque moyen les commentaires qu'il y a sur Twitter. Hop. Est-ce que c'était clair? Hop, dites-moi tout. Hop. Parfait. Ah. Bon. Sans question, on va pouvoir, je pense, passer tranquillement au dernier sujet. Voilà, mon but c'était vraiment d'être au maximum clair sur ce qui m'intéressait, sur, comment on va dire comment je fais la grosse sélection des boîtes, quoi. Si vous voulez, c'était vraiment mon idée de vous expliquer ça. Là, j'ai une question quirky. Si une boîte est dans un secteur qu'on ne comprend pas, type pharmaceutique, mais qu'on trouve qu'il y a un avantage concurrentiel, mauvaise idée quand même. Bah, typiquement, en fait, j'étais rentré sur Novo Nordisk. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Novo Nordisk, c'est un fabricant de l'industrie pharmaceutique. Ça vient du Danemark, pardon. Et donc, ils sont en grosse concurrence. Il y a Novo Nordisk d'un côté et il y a Eli Lilly de l'autre. Eli Lilly, c'est une boîte américaine. Et ils se battent tous les deux pour le segment du médicament anti-obésité. C'est un énorme sujet, le médicament anti-obésité. Forcément, le marché, il est assez grand. Et donc, c'était pour ça. J'avais investi sur Novo Nordisk en me disant, bah écoute, c'est une belle boîte européenne, c'est sur une devise que je détiens pas. Donc, du coup, en fait, quand vous achetez une action, par exemple, danoise, bah, ça vous expose mécaniquement à la monnaie du Danemark. Donc, je trouvais ça aussi intéressant d'un point de vue diversification monétaire, assez simplement. Et donc je me suis dit, bah, elle a un avantage concurrentiel, elle sait faire des médicaments copains, et il n'y a que Eli Lilly d'autres sur le marché.
mais en fait, pour autant, je ne comprends pas pourquoi Novo Nordisk est meilleur que Eli Lilly. En l'occurrence, j'aurais 1000 fois dû investir dans Eli Lilly, bien que Novo Nordisk soit éligible PEA, comme quoi. Mais vous voyez l'idée. En fait, comme j'ai pas d'avantage, si vous voulez, j'ai pas la réflexion, j'ai pas les compétences nécessaires pour juger si Novo Nordisk fait un meilleur médicament que Eli Lilly. Donc, je pense que ça dépend pas mal du secteur. La santé, c'est quand même un secteur qui est très très spécifique et qui est vraiment pas accessible à tout le monde. Là où en technologie, probablement, vous aurez plus de facilité à voir les avantages des uns et des autres. Hello, Maître Zen. Hop, voilà, j'ai répondu du mieux que je peux à la question. Ah. Ouais, c'est ça, c'est assez difficile de repérer l'avantage d'une boîte, quoi. Si vous comprenez pas ce qui la différencie fondamentalement, c'est quand même très très compliqué, quoi. Oups. Bref, continuons, du coup, en discutant d'une boîte que j'apprécie particulièrement, donc sans originalité aucune. Je parle aujourd'hui de Google. Donc pour moi, elle réunit quand même pas mal de critères qui font que c'est une boîte extrêmement intéressante. On parle pas d'une boîte de niche, hein, on parle pas d'une petite capitalisation française que personne ne connaît. Mais à mon sens, Google, elle a quand même énormément de relais de croissance, et son deuxième avantage, c'est qu'elle est, à mon sens, quand même pas très chère en termes de valorisation par rapport à beaucoup de gens de la tech. Donc, on va commencer par parler des relais de croissance, de la narrative de Google. De 1, on va avoir, bon, le gros sujet évidemment, je vais commencer par là. On a l'intelligence artificielle. Donc, Google, c'est 75 milliards de dollars de dépenses d'investissement en 2025, donc ce qui est astronomique, ça la place en deuxième derrière Amazon ou Microsoft, je ne sais plus bien. Mais bon bref, ça reste dans les 3 plus gros investisseurs de l'IA. D'ailleurs, 25% du nouveau code des choux Google est généré par IA, ce qui est quand même assez impressionnant. L'avantage, c'est qu'ils investissent dans 3 grands secteurs. D'une part, on va avoir les infrastructures. Google met à disposition des data centers. Ça, c'est la croissance de son segment cloud, du coup, on verra les chiffres financiers un petit peu après. Ensuite, on va avoir les TPU et les GPU. Donc Google conçoivent leurs propres puces pour se mettre en compétition avec Nvidia. Et étonnamment, donc c'est sorti dans Reuters, j'ai pas l'insight nécessaire pour vous annoncer à quel point cette annonce est costaud, mais on peut voir que OpenAI, donc c'est-à-dire la maison mère de ChatGPT, s'est tournée vers Google AI, enfin vers les puces de Google, pour propulser ChatGPT en fin de compte. Donc extrêmement intéressant pour le coup, c'est pas une news que je m'attendais à voir parce que que ce soit Amazon, Microsoft ou Google qui produisent toutes les 3 leurs puces, ils ont quand même beaucoup de mal à vendre ça parce que tout le monde veut des puces Nvidia. Je pense qu'un jour on parlera forcément d'Nvidia plus en détail, donc on va pas s'étaler sur le sujet, mais Nvidia a quand même vraiment un énorme avantage dans ce secteur. Donc voilà, être présent sur ce secteur, c'est hyper important, de concevoir ses propres puces, parce que bah, forcément, si là, Google actuellement, ils achètent, je sais pas combien de puces à Nvidia, et bah, c'est des dépenses, et s'ils le font maison, ça sera forcément beaucoup moins cher. Donc extrêmement intéressant que l'entreprise soit disponible, que l'entreprise soit dans ce secteur. Et finalement, ils investissent aussi dans recherche et développement, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, quoi. Donc ça c'est quand même vraiment intéressant côté intelligence artificielle. Évidemment, je vais pas parler de Gemini qui est qui est leur équivalent à ChatGPT mais made in Google, hein. Donc moi ce que j'attends de l'entreprise c'est qu'à terme elle finisse par, c'est déjà le cas même aux États-Unis, à terme elle commence à intégrer littéralement son Gemini sur la page d'accueil google.fr.com qui est littéralement le site le plus visité du monde. Donc voilà, assez hâte de voir comment ils intègrent en tout cas Gemini à leur process. Ensuite, deuxième grand sujet pour Google qui à mon sens n'est pas trop discuté, bah, c'est quand même YouTube. Là on a le pourcentage du streaming sur télé aux États-Unis par plateforme. Donc on peut voir que en juillet 2024, Netflix est derrière YouTube. Donc après on a Prime, Hulu et les autres. Mais voilà, j'avoue que j'étais assez étonné de la statistique. Je me serais dit plutôt
que YouTube était largement derrière, mais en fin de compte, non, YouTube utilise bien plus de temps aux Américains sur leur télé que Netflix. Donc, énorme avantage compétitif de Google là-dessus, c'est eux qui ont un monopole sur le streaming vidéo dans cette idée. Hop, je check rapidement la question. Perso pas exposé aux actions, mais s'il y a bien une boîte dans laquelle je serais serein avec une expo, c'est Google. Raison principale, l'avantage qu'a Google pour la distribution de son IA, on commence à voir qu'ils sortent leur tirée lourde avec les pubs Gemini. Moi, je suis complètement d'accord. Là où ChatGPT, évidemment, c'est super fort ce qu'ils ont fait, ils ont vraiment un avantage d'être les premiers sur leur marché. Google, ça reste malgré tout, un avantage assez dingue d'avoir le site numéro 1 au monde, le site le plus consulté au monde, pour mettre en avant par la suite leur intelligence artificielle. Si je dis pas de bêtises, si vous mettez actuellement votre VPN aux États-Unis, vous pouvez déjà accéder à l'AI mode. Donc c'est quand même assez ouf. Quand ils vont le distribuer à grande échelle, je pense que ça va être quelque chose. Je pense que ce qui leur manque surtout, ça va être à la fois de l'énergie, enfin je sais pas, un des deux je pense, mais pour qu'ils ne le déploient pas à très très grande échelle, je pense qu'il y a un problème d'une part d'énergie qui est insuffisante, un problème de puce, un problème de puissance de calcul qui fait qu'ils ne pourraient pas d'un coup distribuer Google à toute la planète, enfin Gemini à toute la planète, sans faire fondre leur serveur, quoi, concrètement. Donc voilà. Ensuite, donc, on revient sur les relais de croissance de Google, hein. L'avantage du tout en un. Donc, Google, vous utilisez forcément un de leurs produits. En fait, c'est impossible de ne pas être dans l'écosystème Google. Je ne vois pas comment c'est possible. Parce que d'un côté, vous avez Gmail, vous avez Google Meet pour peu que vous ayez un appel à faire, un appel professionnel à faire, vous êtes forcément déjà passé par Google Meet. Vous avez la suite Google de manière générale qui concurrence Microsoft, c'est-à-dire Google Docs, Google Sheet. Vous avez du cloud, il y a beaucoup de gens qui stockent leurs photos, notamment les gens qui détiennent un téléphone Android, ils stockent leurs photos sur Google Cloud, ils payent peut-être un abonnement pour pouvoir mettre leurs photos sur Google Cloud. Donc voilà, hyper intéressant pour eux. Et surtout, donc, on pourrait totalement imaginer, donc ça pour le coup c'est plus spéculatif, c'est plus ce que j'imagine, mais déjà, là, donc l'autre jour je regardais pour prendre un abonnement Gemini, histoire de voir un petit peu ce que ça valait en fait compte. Et pour 20 €, j'avais Gemini Pro, et j'avais 1 Tera d'espace de stockage. Et je me suis dit, c'est quand même super malin. Là où ChatGPT, il t'offre l'abonnement à 20 balles et t'as juste ChatGPT, là, Google, en plus, dans leur abonnement, il t'intègre 1 Tera d'espace de stockage, donc c'est-à-dire 1028 Go. Et je trouve qu'en termes pour attirer des users, c'est quand même hyper intéressant de proposer un package. Et on peut totalement imaginer, du coup, un super abonnement. D'une part, leur modèle d'IA, il est intégrable partout, que ce soit sur Sheet, donc Sheet c'est l'équivalent, le concurrent d'Excel pour ceux qui ne savent pas. D'une part sur Gmail, parce qu'on pourrait très bien imaginer un assistant IA qui vient vous aider à rédiger, à relire, à corriger vos mails. Et également dans Docs, donc Google Docs qui est le concurrent à Microsoft Word. Donc ça c'est de l'intelligence artificielle qui est intégrable absolument dans tous les outils Google. Même sur YouTube c'est intégrable dans une moindre mesure. Donc on pourrait imaginer un abonnement avec le modèle d'IA Gemini qui est intégrable partout, de l'espace de stockage en plus. On peut imaginer un Meet illimité, donc Google Meet, leur service de visio, il est limité à 1 heure dans la version gratuite, ça ferait sauter cette barrière. Et en plus, on pourrait même, dans la foulée, caler un petit abonnement YouTube et YouTube Music, ce qui fait que tout de suite ça devient un abonnement absolument tentaculaire et ça justifierait un prix assez élevé. Je pense que pour un abonnement qui inclut toutes ces choses-là et qui sont très très fluides, hein, on peut s'imaginer dans 2-3 ans quand l'IA aura encore fait quelques progrès, un abonnement entre 70, 80, 90, 100 €, ça me paraîtrait pas délirant, sachant que ça offre toutes ces choses-là. Donc à voir un petit peu comment ils vont amener ça, mais en tout cas, ça fait des abonnés premium à aller chercher. Donc, un petit plus du côté YouTube, donc qui mêle un petit peu YouTube et l'intelligence artificielle. Ça fait un moment que Google travaille sur quelque chose, sur une synchronisation labiale et traduction instantanée. Donc, c'est-à-dire synchroniser les lèvres sur le son que produit quelqu'un. Donc là, imaginons que je serais traduit automatiquement en anglais et vous verrez mes lèvres bouger dans la bonne forme. Et ce qui fait que, instantanément, on a 100% des vidéos YouTube qui deviennent internationales. Ils avancent vers ça, il n'y a juste pas encore la synchronisation labiale, mais par exemple, si vous allez là sur la chaîne de MrBeast, qui est le top 1 youtubeur américain,
vous allez forcément, vous allez pouvoir la mettre en français, en fait, assez simplement. Il commence à doubler, et par la suite, on peut largement imaginer que l'intelligence artificielle viendra complètement régler tous ces soucis, régler même le souci des lèvres qui ne sont pas synchronisées. À voir ce que ça va demander en termes de puissance de calcul, de traiter autant de vidéos, hein, parce que sur YouTube, c'est vraiment des... Je sais même pas combien de gigas par jour qui arrivent sur YouTube en vidéo, mais c'est absolument astronomique. Ok, je pense qu'on est pas mal. Ouais, je pense que le bot de modération est un petit peu tendu, je le réglerai la prochaine fois. De mon côté, je n'arrive pas à me projeter avec Microsoft, pourtant l'écosystème est dingue. Ouais, bah, c'est vraiment un empire tentaculaire, je pense qu'on pourra aussi en reparler dans un futur live. Microsoft, c'est vraiment un empire tentaculaire aussi, en fait, entre Xbox, le gaming, le cloud, tous les PC du monde d'ailleurs. Enfin, toute l'architecture informatique est basée sur Microsoft, donc en fait, ils ont quand même cet avantage. Pour autant, je trouve que la boîte est forcément un peu moins intéressante qu'un Google ou qu'un Amazon par exemple. Parce que, bah, je sais pas, j'ai moins de feeling avec cette entreprise, peut-être que je la suis simplement moins. C'est toujours une des entreprises les plus détenues hein, par les gestionnaires de fonds, c'est toujours une des entreprises préférées. Mais pour autant, moi, c'est vrai que je n'arrive pas non plus à me projeter avec Microsoft et j'en ai pas en portefeuille. Donc, pour en revenir sur cette question de super abonnement que j'imaginais auparavant, on peut totalement imaginer un abonnement qui prend en compte aussi les véhicules, excusez-moi, les véhicules Waymo, qui sont bah, du coup les véhicules autonomes de Google. Euh, à mon sens, ils ont quand même un sacré avantage, c'est que donc, on sait que donc il y a Google qui propose Waymo, qui est sa solution de véhicule autonome. L'avantage de Waymo, c'est qu'elle part de rien. C'est-à-dire que son idée, c'est de déployer de plus en plus de véhicules qui lui appartiennent et d'installer des technologies de déplacement autonome un petit peu partout sur la planète, hein. Là, ils viennent de se déployer à New York cette semaine, si je dis pas de bêtises. Donc bref, leur but, c'est de grossir un petit peu petit à petit. Ils ont commencé avec quelques dizaines de courses par semaine, pour monter à 50 il y a un an, en 2024, on est en 2025. Et actuellement, on est à 250 000 courses par semaine, donc c'est quand même un chiffre assez impressionnant. Et bah, en fait, l'avantage de Waymo, c'est que comme c'est comme c'est une start-up, elle déploie ses véhicules au fur et à mesure. Là où Tesla, l'objectif de Musk, c'est vraiment de rendre chaque Tesla autonome. Et donc, c'est-à-dire que demain, j'achète une Tesla et je peux la laisser à la communauté quand j'ai pas besoin et gagner un petit peu d'argent là-dessus. Sauf que du coup, son idée, c'est quand même de déployer ultra massivement, d'un coup, énormément de véhicules. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que, donc ce que vous voyez là sur Waymo, donc là c'est une Waymo, on va dire, classico-classique, vous voyez qu'il y a un tas de capteurs. Évidemment, Tesla, ils ont aussi des caméras, c'est pas le sujet. Là où c'est intéressant, c'est que Waymo utilise des capteurs LiDAR. Donc les capteurs LiDAR, c'est des capteurs qui vont vous permettre de calculer en fait la profondeur des objets. Concrètement, c'est une caméra qui visualise mieux l'espace, pour faire très très court. Ce qui fait que, bah, en fait, la technologie est actuellement beaucoup plus mature. Waymo arrive à faire 250 000 trajets, donc évidemment, il y a quelques problèmes, hein. Mais Tesla, ils ont essayé de mettre leur voiture sur les routes, peut-être c'était à Austin, au Texas, mais je ne suis pas sûr à 100% de l'information. En tout cas, récemment, ils ont fait un test, et ça s'est pas très très bien passé, parce que Tesla, ils ont que des caméras classico-classiques. C'est hyper pertinent et c'est super impressionnant, hein, les Tesla en conduite autonome. Mais pour autant, bah, c'est beaucoup plus compliqué sans capteur LiDAR, quoi. Ah, c'est ça au Texas. Merci Magic War. Magic War OTH. Donc pour autant, forcément le véhicule est plus esthétique et plus utilisable au quotidien, mais pour autant, on sait que les caméras LiDAR des Waymo sont extrêmement utiles pour se repérer dans l'espace, et on sait que les Waymo fonctionnent actuellement mieux que les Tesla. Donc comme je l'ai marqué, c'est déjà une réalité. À voir combien de temps ça durera. Je suppose qu'il va y avoir quelques petits problèmes réglementaires par lesquels il va falloir passer, mais c'est aussi l'avantage de commencer petit, c'est que Tesla, si demain ils veulent mettre, on va dire, des millions de véhicules autonomes sur les routes, bah, ça va être très très compliqué de l'expliquer aux régulateurs américains, là où pour Waymo, qui se développe petit à petit, en fait ils arrivent à passer un petit peu les paliers de manière plus naturelle, enfin je sais pas comment expliquer ça, mais vous avez l'idée, quoi. C'est plus facile de démarrer à 10 000 trajets par semaine et d'augmenter que de commencer direct en sortant le produit et en ayant des millions d'utilisateurs.
Hop, merci à tous ceux qui arrivent progressivement, hein. Je fais pas forcément attention aux nouveaux followers. Et merci à vous d'être présents pour le premier live. Je suis hyper content de faire ça, hyper content de retrouver un peu cette interaction que je cherchais, qui nous manquait à travers les podcasts et la newsletter. L'idée là, c'est vraiment d'avoir cette discussion avec vous. Donc c'est vraiment très très cool. J'espère que ça vous plaît. Oui, la grande question, effectivement, c'est est-ce que la conduite autonome, c'est le futur? C'est une narrative auquel je crois, mais là, ça va dépendre de votre vision de chacun. Est-ce qu'on pense que c'est le futur? Moi, à titre personnel, oui. Et c'est pour ça que je trouve intéressant en tant qu'actionnaire Google. Disclaimer, je détiens des actions Google, mais ça n'a aucune importance. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est un fragment de l'activité de Google. Je sais pas si j'investirais, comme bah, typiquement dans Tesla, je suis absolument pas investisseur, parce que je trouve que la boîte dépend beaucoup des us et coutumes d'Elon Musk. Là, il se lance en politique, le titre il perd 7% cash, donc c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Si je devais investir dans une boîte technologique, dans les véhicules autonomes, ça m'embête un peu d'investir sur Tesla, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve ça cool qu'au sein de Google, vous avez Waymo, qui est actuellement, ça représente des cacahuètes pour Google, qui gagne déjà énormément de... Je ne sais plus où j'allais. Mais bon, concrètement, les véhicules Waymo sont actuellement plus aboutis que ceux de Tesla. Oh là, le bot, il est vraiment extrêmement tendu, hein. Je vais voir si je peux désactiver ça. Je verrai ça pour le prochain. Faites attention, je mettrai la modération sur basse. Apparemment, il a tendance à bannir les caps lock, donc c'est-à-dire les écrire en majuscule, à bannir les messages trop longs pour je ne sais quelle raison. Donc mes excuses, juste je verrai ça pour la prochaine fois. On va réduire un peu la sensibilité, je pense. Merci Noshatsu, agréablement surpris par la qualité du premier live, et les lives de qualité sur la bourse, c'est trop rare. Bah, c'est un peu ce qu'on cherche à amener en fait à travers ça, quoi. Il y a beaucoup de lives qui parlent de crypto, hein. Pour la crypto, il y a vraiment un public. Il y a vraiment déjà un marché sur ça. Et tac tac tac. Tu peux renvoyer ton message Magic War ETH si tu peux le couper en deux ou je sais pas. Je verrai ça la prochaine fois pour réduire un petit peu la sensibilité du bot. Donc maintenant, hop, on va tranquillement passer aux finances de Google, pourquoi la boîte est quand même dans une bonne situation. On va commencer par ce que je vous disais auparavant, donc là Google elle fait les deux carrément, c'est idéal. Rachat d'actions, donc comme on peut voir ça c'est le nombre d'actions en circulation. Donc si le nombre d'actions en circulation réduit, c'est probablement que c'est que Google en achète massivement, ils le font depuis un petit moment, maintenant depuis 2018 ils rachètent leurs actions. Ça traduit deux choses, déjà ça soutient le cours, assez simplement. Et ça montre aussi que l'entreprise a confiance dans ses capacités futures à générer des profits. Deuxième chose, Google verse également des dividendes, donc qui sont pour le moment assez maigres. En fait, c'est surtout le problème des dividendes quand ça vient des États-Unis, c'est que du coup, de tête, vous êtes taxé deux fois, à la fois par les États-Unis, à la fois par la France, par l'État français. Et ce qui fait que, c'est pour ça que je vous disais avant que j'étais pas non plus méga fan de dividendes. Idéalement, si Google ne faisait que du rachat d'actions sans me verser de dividendes, ça m'irait tout à fait, quoi. Je préfère largement. Donc bref, en tout cas, Google coche ces deux cases, elle rachète des actions et elle verse des dividendes à ses actionnaires. Deuxième chose, chiffre d'affaires de Google, donc comment se décomposent les revenus de Google actuellement. On va avoir, donc là à gauche, ça va être le cœur de métier de Google, donc à savoir Google Search, vous connaissez, c'est le moteur de recherche, assez simplement. On a ensuite YouTube Ads, Google Network et Subscription, donc les abonnements. Et on peut voir que, à part Google Network, tous les segments sont en croissance. Donc 10% pour YouTube, 10% pour Google Search, 19% pour les souscriptions. Donc comme je vous disais avant, cette idée de... Hop, je reviens un petit peu là. Cette idée d'abonnement vers un super abonnement, ça me paraît tout à fait intéressant pour Google, ou en tout cas, j'ai l'impression que c'est ce vers quoi ils tendent. Comme je vous disais, même pour les entreprises, en fait, le modèle par abonnement est hyper intéressant parce que ça permet d'avoir beaucoup de visibilité. À moins que vous ayez un problème de carte, vous savez à peu près combien d'abonnés vous avez, et vous savez à peu près combien d'abonnés, combien de cash vous allez toucher le mois prochain avec tous ces abonnements. C'est pour ça que de plus en plus d'entreprises passent aux abonnements. Je pense qu'on va vraiment vers cette démarche maintenant.
Et ça arrange plus à la fois les entreprises directement qui ont plus de visibilité, à la fois les actionnaires qui bénéficient également de cette visibilité. Décryptons un petit peu plus en détail tout ça. Donc, pour ceux qui m'expliquent que ChatGPT va tuer Google, écoutez, donc ça, c'est leur chiffre d'affaires de la branche Google Search depuis le Q1 2021. Donc, on peut voir que globalement, ça se passe quand même plutôt bien pour Google Search, même s'il y a eu une petite baisse récemment. Je pense qu'ils devraient pouvoir se contenter de plus de 40 milliards de chiffre d'affaires sur le segment Google Search. Ensuite, on a YouTube Ads. YouTube Ads, évidemment, c'est un secteur qui est en croissance, dans le sens où il y a de plus en plus de gens qui consomment du YouTube. Ensuite, Google Network. Google Network, qu'est-ce que Google Network? Je vais checker ça après. Ensuite, souscription. Donc souscription, les abonnements, que ce soit YouTube, tous les abonnements Google One qui s'appellent, les abonnements Gemini, je suppose. Pareil, croissance sur le segment abonnement, hein. On peut voir qu'il était beaucoup plus petit au premier trimestre 2021 qu'il ne l'est au quatrième trimestre 2024. Et enfin, Google Cloud. Donc là, c'est le secteur qui va nous intéresser actuellement. Donc, juste pour que vous voyez visuellement, on est passé quand même de ça en 2021 à ça en 2025. Donc on est sur un secteur qui met énormément de croissance. Hop. Pour revenir un petit peu à ça, le revenu augmente également, et la marge opérationnelle, donc l'entreprise améliore ses marges au fur et à mesure. Ils étaient de 39,6% en 2024, et ils sont à 42,3% en Q1 2025. Donc pareil, extrêmement intéressant de voir une entreprise qui améliore ses marges. Le secteur, évidemment, qui nous intéresse, ça va être Google Cloud. Google Cloud, la croissance, elle est absurde, donc pour deux raisons. Déjà, la croissance, elle est de 30% sur une année, entre le premier trimestre 2025 et le deuxième trimestre 2025. De deux, la marge opérationnelle est également passée de 9,4% à presque 18%. Donc c'est-à-dire que leur marge opérationnelle, elle a fait quasiment x2 en l'espace d'un an. Donc c'est tout simplement hallucinant. Déjà avoir une croissance de 28% par mois, c'est énorme. Mais en plus, marge opérationnelle qui fait quasiment x2, c'est vraiment astronomique. Donc pour ces raisons, donc là c'est vraiment sur le plan purement financier, pour ces raisons, Google est une boîte absolument absurde tant elle est de qualité. Maintenant, passons un petit peu à l'historique de prix. Donc j'ai affiché trois choses sur le graphe. Ce que vous voyez là, ça va être le prix. Le prix de l'action actuellement, elle a un peu augmenté depuis que j'ai pris le screen, hein, ça a été publié le 27 juin. Ça a un petit peu augmenté, mais bon, dans l'idée, on est à ces ratios-là. Là, vous avez le ratio price earning. Donc, l'idée, à travers ce ratio, c'est donc, c'est ce que vous voyez affiché en bleu, là. L'idée, c'est d'estimer surtout si la boîte est... à quel point la boîte est valorisée actuellement, à quel point le marché la valorise. Donc, actuellement, on est sur un PE de 19, ce qui me semble extrêmement faible. Pour titre de comparaison, on va dire, Apple, elle a actuellement un ratio prix-bénéfice de 32, si je ne dis pas de bêtises, ce qui fait que Apple est beaucoup plus valorisé que Google, alors que pourtant, comme je vous disais tout à l'heure, Apple n'a pas de croissance. Donc là, le marché a raison, hein. Évidemment, je ne dis pas que les intervenants font n'importe quoi, que c'est irraisonné, mais en tout cas, si on compare Apple à Google, mécaniquement, je me dis, bah, Google est quand même vraiment pas cher si on compare à un autre mastodonte comme Apple. Donc ça, c'est la première chose qui me fait dire que c'est intéressant. Donc ce que vous voyez, le petit fil rose que j'ai rajouté, c'est quelque chose que j'aime bien utiliser, c'est tout simplement une moyenne mobile que j'ai mis sur le ratio price earning, ce qui me permet en fait, c'est simplement en un coup d'œil de voir si par rapport aux 200 derniers jours, Google est cher ou pas trop cher. Donc là, vous voyez, typiquement, quand elle est vraiment en dessous, ça indique que ça peut être vraiment intéressant. Évidemment, je ne me prends pas... je ne prends pas uniquement ma décision sur la base du ratio PE ou de la moyenne mobile, hein, mais ça me permet d'avoir une petite indication sur où on est. Et donc, également, aux dernières nouvelles, ce que j'ai mis là, c'est le free cash flow, donc c'est la trésorerie disponible. Google a 75 milliards de cash disponible. Donc voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. 75 milliards, c'est une somme complètement absurde. Donc voilà, vous comprenez bien, elle a de la trésorerie. Si demain elle doit investir
même 20-30 milliards, elle peut. Ça ne posera même pas tant de problème que ça. Bon, évidemment, il faut que cet argent soit bien investi, et c'est pour ça qu'on utilise la rentabilité des capitaux propres. Donc, l'idée, c'est de voir comment Google, comme je vous disais tout à l'heure dans mes critères, voir comment Google investit son cash et est-ce que c'est pertinent. Donc la donnée vient de Zone Bourse, la rentabilité des capitaux propres est à entre 30 et 35, ce qui est quand même extrêmement intéressant, et elle s'est améliorée ces dernières années. Tout ce que ça indique en tant qu'investisseur, c'est que l'entreprise utilise son capital de manière efficace, et c'est forcément hyper intéressant en tant qu'actionnaire de savoir que si vous investissez dans cette boîte, elle va se servir judicieusement de votre argent pour faire des bons investissements. Donc voilà, c'était, on va dire, c'est vraiment les très grandes lignes. Donc l'idée, ça va être d'intégrer cette boîte au portefeuille communautaire. On y reviendra probablement après. Dernière chose, n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, j'ai les yeux sur le chat de toute façon. Dernière chose, c'est les risques auxquels fait face Google actuellement, parce qu'évidemment la boîte n'est pas non plus exempt de défauts. Bon, il y a deux choses. Il y a d'une part la menace ChatGPT, qui à mon sens est une non-menace, dans le sens où, donc je me trompe peut-être, hein, vous ressortirez, clippez ça, et puis si Google n'existe plus dans 10 ans, vous pourrez faire vos tweets. Mais en tout cas, pour moi, la menace ChatGPT n'est pas vraiment une menace, dans le sens où, comme je vous ai dit, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas non plus... le segment recherche de Google est quand même, largement en croissance depuis un moment. Même s'ils stagnent, ils ont toujours 30% de croissance sur le cloud. Enfin, c'est aussi ça qu'il faut souligner. Peut-être que ChatGPT menace Google, mais en tout cas, d'une part, le segment recherche ne bouge pas tant que ça, et d'une autre part, le segment cloud, il augmente vachement. Donc en fait, ça n'a, pour ainsi dire, que très peu d'importance, quoi. Et également, comme je vous ai dit, Google, il prépare ce terrain pour l'intelligence artificielle. Google, ils ont Gemini, c'est un modèle qui est très très bien réputé actuellement, de tête, bon, je fais pas très attention aux benchmarks parce que je trouve qu'ils sont très mouvants, mais Google est très très bien positionné dans cette course à l'intelligence artificielle, et pour le coup, dès qu'ils décideront, à mon sens, ils ne peuvent pas le faire maintenant pour des raisons d'énergie ou de puissance de calcul, mais le jour où ils décideront d'intégrer Gemini directement sur la page de Google, ça risque de donner quand même quelque chose d'assez explosif, tout le monde va vraiment avoir l'IA entre les mains, et voilà, j'ai assez hâte de voir ça. Donc c'est pour ça que pour moi, à mon sens, ChatGPT n'est pas une menace, évidemment, si votre avis est contraire, n'hésitez pas à le souligner dans le chat. Et la deuxième grande question pour Google, c'est antitrust et monopole. Donc évidemment, comme je vous ai dit, ils détiennent tellement de business qu'à ce stade, en fait, ils sont quasiment invincibles. Ce qui est un petit peu contraire, aux règles de libre concurrence, de libre marché, toutes ces choses-là. Hello Corentin. Hello Nalimboy aussi. Mais du coup, en fait, ça pour le coup, pareil, c'est pas vraiment un risque pour moi, dans le sens où, imaginons que demain il est admis que Google est en situation de monopole, ils vont fragmenter les boîtes. Donc vous allez pouvoir acheter du YouTube, vous allez pouvoir acheter du Google Recherche, je ne sais pas bien comment ils vont casser ça, mais en tout cas, en tant qu'actionnaire, pour moi, j'estime pas que c'est un risque, parce que si je détiens déjà des actions Google et qu'ils multiplient la boîte en plusieurs entreprises, j'aurais juste une entreprise sur toute... j'aurais un petit bout d'entreprise de chaque entreprise qui ont été cassées. Donc pour moi, dans le même sens que GPT, ce n'est absolument pas c'est pas vraiment une menace en tant qu'actionnaire, quoi. Donc voilà. C'était bon petit topo sur l'entreprise Google. Ah. On a déjà couvert quand même pas mal de sujets aujourd'hui. Ça c'est très très cool. Dites-moi si vous avez des questions, si c'est clair. Je n'ai toujours pas la data de combien on est sur le live par contre. Je ne sais même pas si je peux le voir. C'était chez Hugot. Oui, pour ceux qui du coup se posent la question, le live sera sur YouTube d'ici pas au plus vite en fait. L'idée à mon avis, ça va être de faire à la fois le replay sur YouTube, et idéalement, on aimerait bien casser un peu la vidéo en plusieurs grandes sections. Donc par exemple, vous pourrez publier une vidéo best-of des news, on pourrait publier une vidéo best-of de pourquoi j'investis en action, et faire un troisième volet, pourquoi je suis actionnaire Google. Donc à mon sens, vraiment intéressant.
Tout ça sera sur YouTube, probablement demain pour la rediffusion entière, et probablement plus tard pour les best-of si on est fait. On est 1300 sur Twitter? Comment ça on est 1300 sur Twitter? Ah mais c'est un problème. J'ai pas le chat sur Twitter, c'est dommage. Ouah. Merci, trop bon le live, trop cool. Content que ça vous plaise. Le graphe croissance des EPS versus cours, non de tête, je l'ai pas. Je sais pas si je peux l'avoir sur TradingView, faudrait que je regarde la prochaine fois si je peux vous avoir ça. Donc, dans l'idée, comme je vous disais auparavant, ce que j'aimerais bien mettre en place sur les lives de manière régulière, en tout cas, c'est du coup un portefeuille communautaire. Donc l'idée, ça va être, comme je vous ai dit auparavant, on reprend ce petit graphe-là. Le papier a été fait et... Putain, je galère à viser. Hop. Bref, je vous disais, ça devient très intéressant de passer de 10 à 20 actions dans votre portefeuille, mais ça devient beaucoup moins intéressant de 20 à 30 et de 30 à 40, et ainsi de suite. Donc l'idée, ça va être de faire un portefeuille où on va avoir, allez, je dirais, 15 valeurs qu'on suit ensemble, qu'on analyse ensemble. Pour le moment, je pose mon veto, il y aura Google dans ce portefeuille, mais l'idée c'est que j'apporte peut-être 5 ou 6 titres qui m'intéressent. De toute façon, il n'y a pas de boîte qui sort de l'ordinaire. Je vais pas chercher des boîtes qui sont extrêmement profondes dans le CAC 40 ou même dans les petites boîtes françaises. C'est pas des choses qui m'intéressent vraiment, pour être honnête. Donc, dans l'idée, je vais vous proposer d'intégrer 6 boîtes dans le portefeuille, 5-6 boîtes, allez. Et l'idée, c'est que, en fait, les 6 autres, les 8 autres, les 10 autres, elles soient décidées par vous. C'est-à-dire, on prend une boîte ensemble qui nous paraît intéressante, on voit, enfin, on la décrypte un petit peu, on voit un petit peu quels sont ses chiffres, et derrière, on l'intègre également au portefeuille. Donc, c'est-à-dire... je sais pas, si on parle de LVMH par exemple, qui moi personnellement c'est pas une société qui m'intéresse particulièrement, moi je vais vous donner mes 6 premières boîtes que je vais mettre dans le portefeuille, et il y aura LVMH en entreprise de la communauté qui sera ajoutée. On fonctionnera probablement par un système de sondage, je vais voir ça par la suite, mais dans l'idée, vraiment, l'idée c'est de construire ce portefeuille avec vous, et surtout de suivre le portefeuille. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez des devoirs à faire en tant qu'investisseur. L'idée, c'est de les faire ensemble, qu'au moins, même si vous ayez une boîte qui vous intéresse, dont on ne parle jamais, vous puissiez le faire vous-même. Et pour moi, le truc le plus important, le seul truc que vous avez à faire, c'est de suivre les résultats, et notamment les transcripts. Les transcripts, donc c'est, pour ceux qui ne savent pas, quand une boîte annonce ses résultats, elle discute... d'abord, il y a le PDG ou le directeur financier qui explique certaines choses sur la boîte, et après, vous avez une session de questions-réponses avec les investisseurs. Et, donc, évidemment, la première partie est intéressante, mais moi, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est la deuxième partie, parce que ça va vous permettre de repérer une chose, c'est qu'est-ce qui intéresse les investisseurs institutionnels actuellement. Quand je vous dis qu'il y a une séance de questions-réponses, c'est pas avec les particuliers, c'est avec des gros investisseurs. Donc quand je dis gros investisseurs, je parle de JP Morgan, je parle de Goldman Sachs, je parle de Wells Fargo, enfin bref, de toutes ces grandes banques américaines. Et en fait, typiquement, je sais que, de tête, c'était fin 2023, toutes ces banques, elles avaient une question, c'était comment on traduit l'IA en revenus. C'était l'inquiétude du moment, comment on va faire du cash avec tous ces investissements dans l'IA. Et en fait, ça vous permet de savoir concrètement qu'est-ce qui intéresse ces mecs-là, quelles sont leurs inquiétudes, quels sont leurs optimismes, où est-ce qu'ils voient des relais de croissance. Bref, tout ça, ça vous permet de voir qu'est-ce qui intéresse les gens qui font bouger les marchés, parce que c'est pas moi en tout cas, c'est pas la plupart des petits investisseurs, c'est vraiment JP Morgan, Goldman Sachs qui font bouger les marchés, c'est des gros portefeuilles. Et par extension, si eux, ils ont des doutes, s'ils émettent des doutes en boucle sur un secteur, ou c'est des choses qui doivent vous mettre la puce à l'oreille, en fin de compte. C'est vraiment ça qui est important de comprendre. Donc voilà, donc l'idée, je vous disais, c'est de suivre, du coup, ces résultats avec vous. On a notre portefeuille, disons que d'ici 2 mois, 3 mois, on est notre portefeuille au complet avec à peu près 15 titres. Eh ben, on suivra les résultats ensemble, on fera un topo des résultats, on fera un topo de ce qui est intéressant. Est-ce que notre idée d'investissement, notre thèse d'investissement, elle est toujours effective avec les changements, avec les résultats, avec l'annonce des résultats, avec ce qu'ont répondu les dirigeants? Tout ça, c'est des choses que vous devez suivre, en tout cas que moi j'ai envie de suivre avec vous.
Chaud pour analyse de Carl Zeiss. Je ne connais pas l'entreprise pour le coup. J'irai checker après. Excellent conseil, il faut écouter les Q&A et les analyses sell-side. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Bon, Nalim pour le coup, je le connais évidemment. C'est quasiment votre seul devoir en tant qu'actionnaire de devoir en fait écouter ces appels aux investisseurs parce que c'est vraiment là où vous avez pas de l'insight parce qu'évidemment c'est public, mais en tout cas vous avez une idée de ce qui intéresse les investisseurs actuellement, quoi. C'est les gros investisseurs, pas les petits portefeuilles comme moi. Hop. Bref. Donc voilà, j'ai perso vraiment hâte de lancer ce portefeuille communautaire. On sait pas encore bien sur quelle plateforme on va le faire. Pour l'instant, il n'y a qu'une valeur dedans, c'est Google, donc on s'est pas non plus excessivement penché sur la question, mais on va voir, on va trouver un petit logiciel qui va nous permettre de nous faire un portefeuille, et puis on va aller de l'avant, hein. Zeiss font des lunettes, des verres de lunettes, ils font aussi du spatial et des machines pour ASML. Ok, ça c'est intéressant, ça m'intéresse bien. J'irai check ça, et puis si ça intéresse plusieurs personnes, écoutez, on en parlera en live directement. Pareil pour les analyses qu'on cherche à faire, probablement ça marchera par système de sondage. Je proposerai 4 boîtes à la fin d'un live et vous me dites laquelle vous intéresse le plus et je bosse là-dessus pour la semaine d'après. Ouais, typiquement, même des sujets, bon, je sais qu'il y a pas mal de gens qui suivent nos trades. Typiquement, les sujets de trade pourront totalement être transposables en live, parce que de ce live vont être tirés les podcasts et les vidéos. Donc en fait, il y a beaucoup de sujets qu'on peut se permettre d'aborder, qu'ils soient économiques ou purement financiers, comme des analyses de boîte. On est quand même assez libre dans les sujets que j'aborde. Dites-moi hein, si vous avez des questions, etc. Ah, avec la musique est quand même très faible. Hop. Ah, je pense que de mon côté, je vous ai dit à peu près tout ce que je devais dire. Donc évidemment, je vous rappelle, n'hésitez pas à suivre la newsletter. Vous pouvez taper la commande !NL pour avoir le lien de la newsletter. Point d'exclamation dossier pour avoir nos dossiers, point d'exclamation analyse pour consulter nos analyses. Donc vous les voyez, elles sont toutes dispo sur le site. Pour l'instant, il y en a 2, ça va s'étoffer au fur et à mesure. L'idée de ces analyses, c'est vraiment de vous faire un récap complet de l'entreprise. On essaye de rester sur ce truc très très visuel euh, et que vous ayez toutes les informations nécessaires à faire votre décision d'investissement. Évidemment, ça ne vous retire pas le travail, comme je vous disais avant, de suivre les résultats. Grave intéressant le projet de portefeuille communautaire. Ouais, bah moi mon but pour le coup c'est vraiment de mouiller concrètement, hein. Enfin pour le coup quand c'est vos valeurs c'est vos idées, mais moi il y a des boîtes dans lesquelles j'ai une belle confiance et c'est des boîtes que j'aimerais mettre en avant. J'ai pas de soucis si demain elle fait moins 50%, ça c'est les risques du jeu, j'ai envie de vous dire. Le portefeuille communautaire, c'est quoi la fréquence d'ajout de position? Bah déjà l'idée, comme je vous le disais, c'est d'aller chercher le point optimum entre 15 et 20 positions. Donc déjà, je pense qu'on va en ajouter pas mal ces prochaines semaines, sur vos recommandations et sur mes idées. Et bah, ensuite, en fait, ça va être des arbitrages. C'est-à-dire que moi, je veux pas dépasser 20 positions dans le portefeuille, parce que après c'est un carnage à suivre. Et comme je vous dis, après, au-delà de 20 positions, la diversification n'a plus vraiment d'intérêt. Donc pour ces raisons, je j'ai pas spécialement envie d'exploser le nombre de, de positions différentes. Maintenant, la fréquence d'ajout, ça va surtout se jouer sur bah, est-ce qu'il y a une boîte sur laquelle on avait une thèse à la base qui est, je sais pas, Essilor-Luxottica et les lunettes connectées. Imaginons que cette thèse sorte demain, qu'elle soit plus valable et que j'ai Essilor-Luxottica en portefeuille, bah, l'idée ça va être de vendre Essilor-Luxottica pour réinvestir dans une boîte qui nous paraît plus intéressante sur le moment. Donc il n'y a pas vraiment de fréquence d'ajout de position, ça va plutôt être, on va essayer d'atteindre, enfin on va aller jusqu'à 15, 16, 17, entre 15 et 20 positions, et une fois qu'on a ça, ça ne sera plus que des arbitrages, parce que si je veux suivre correctement les résultats, tout ça avec vous, c'est impossible au-delà de 20 entreprises, et puis en plus ça a plus trop d'intérêt en termes de risque. Et Google versus Amazon, une menace pour toi avec le cloud, je comprends pas trop la question. Je pense que bon, c'est juste de gros acteurs du cloud. Je pense que Amazon est devant Google de très très loin pour le moment. Ça empêche pas Google d'avoir de... J'ai enlevé mon casque, c'est pas grave. Je pense que ça empêche pas Google d'avoir
d'avoir toujours de la croissance en fait, donc à mon sens, il n'y a pas vraiment de souci de guerre avec ce sujet, j'arrive pas à le remettre. Pas vraiment de souci, c'est deux acteurs qui ont leur place en fait dans ce milieu, hein. Tu comptes faire une partie analyse d'action de la commu en fin de live? Ouais, en fait, c'est un peu l'idée. Bah, comme je vous disais, il va y avoir 6 boîtes que je vais choisir. Et puis, par la suite, il y aura du coup probablement plus de 10 boîtes que c'est vous qui allez me recommander. Donc non, non, du coup, ça va être une partie analyse d'action de la commu, en fait, hein, de facto. Quelle temporalité? Bah, pas de temporalité. L'idée, c'est de faire du long terme, quoi. Boîte préférée hors Google, je pense que c'est Amazon, hein. Moi, je suis très à l'aise. Après, comme je l'ai dit au début du live, je pense pas que t'étais déjà là, mais je suis quand même plus à l'aise avec la technologie de manière générale. Donc, c'est des boîtes que j'aime bien, évidemment. Après, SML, bon, si on doit choisir une boîte européenne, pour le coup, c'est SML sans aucun doute. On reste évidemment dans le milieu technologique, mais je trouve que cette boîte est quand même assez dingue. Et GTT, pareil, je trouve que c'est une très très belle boîte. En situation de monopole, en fait. Je vais trouver à peu près belles toutes les boîtes qui sont en situation de monopole ou de ligopole, qui ont une croissance et des revenus à peu près réguliers et qui rachètent des actions. Pour moi, c'est ça qui fait l'essentiel de ce qui est une belle boîte. Et après, le reste va se décider justement dans les transcripts des résultats. Et c'est là que je vais avoir un petit peu plus la vision du dirigeant. Est-ce que ça me parle, la direction que prend la boîte? Est-ce que ça m'intéresse? Est-ce que je pense qu'il y a de la croissance là-dedans? Total Energy, bah, c'est une super belle boîte, mais il y a pas grand-chose à dire sur le sujet. Enfin, pour le coup, c'est plus difficile d'analyser une boîte comme ça, parce que c'est une boîte dont, basiquement, elle vend du pétrole, et une fois qu'elle a vendu son pétrole, elle vous redistribue 50% via des dividendes. Donc évidemment, elle investit, je vais pas réduire Total à ça non plus, elle investit aussi beaucoup dans le secteur des renouvelables, dans le secteur des énergies vertes, mais pour autant, j'ai quand même pas grand-chose à raconter. Par contre, c'est une belle boîte, j'ai pas de souci avec ça, c'est une des boîtes que je détiens. Hop, hop, top. Est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions? Est-ce qu'on a fait un petit peu à peu près le tour? Est-ce que vous avez kiffé? Dites-moi tout. Avis sur le run des bancaires européennes en year to date, ouais, c'est assez impressionnant. Je pense que je peux prendre le graphique Eurostox Bank. J'ai préparé le petit TradingView quand même. Eurostox Bank. Je sais pas s'il y a un tracker, un ETF là, sur ce secteur. Un petit truc. Europe Bank Index. Je sais pas si c'est ça. On va prendre un year to date. En pourcentage. Ouais, plus 50% quand même. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'est pas mal. J'avoue que j'ai du mal à avoir de l'intérêt pour le secteur bancaire parce que pareil, c'est un secteur qui est tellement dense que je trouve qu'il est assez difficile de comprendre. Donc toi, Nalim Boy, tu comprends parce que tu es évidemment un initié et que tu connais ce milieu, mais je trouve que c'est un secteur qui est vraiment pas facile de prévoir. Après, je t'avoue que je me suis jamais non plus penché excessivement sur la question des banques parce que je suis très à l'aise avec les technologies comme j'ai dit précédemment. Faudrait peut-être que je m'y intéresse. Ouais, en fait, c'est ça, c'est difficile à analyser, c'est un secteur assez obscur. Il y a beaucoup de, beaucoup de segments différents. En fait, le chiffre d'affaires d'une banque, ça se décompose en pas mal de trucs, et je pense que c'est assez compliqué à comprendre pour le commun des mortels. Donc, c'est pour ça que j'évite. Je pense que, encore une fois, j'aime bien les business qui sont quand même relativement simples à comprendre. Bon, là pour le coup, peut-être que ASML c'est pas le bon exemple, mais Visa, Visa Mastercard, bon, en vrai, tu comprends direct qu'est-ce que fait la boîte, et tu comprends direct à quel point enfin, tout le monde est la vache à lait de Visa et Mastercard, parce qu'à chaque fois que tu payes par carte, bah, c'est juste il y a de la thune qui va dans leur poche, donc c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Voilà, j'aime bien les business assez simples, c'est pour ça que je suis pas trop sur les bancaires, c'est un run que j'ai complètement loupé, mais bon, on peut pas être partout. Mes principaux critères de sélection hors le thème de la boîte et buyback, bah, comme je vous ai dit auparavant, il y en a pas mal. Monopole, duopole, segment difficile d'accès, c'est quelque chose que j'aime bien. Croissance stable et régulière, donc l'idéal c'est toujours ce business d'abonnement, mais en tout cas il me faut prévisibilité des revenus, croissance stable, c'est des choses que j'apprécie en tout cas. Pas de business que je comprends pas, rendement sur capital investi attractif,
histoire que je sache que la boîte investit l'argent que je lui file de manière correcte et efficace, et relais de croissance potentielle. Donc en fait, j'ai aussi pas mal besoin de croire dans ce que nous raconte la boîte. Est-ce que je fais de la crypto aussi? Non, enfin très peu. Je détiens encore du Bitcoin et du hype, mais c'est à peu près tout ce que je fais. Ça fait un moment que je traîne dans l'écosystème crypto pour le coup. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé pour CoinHouse pendant un temps. J'ai travaillé pour le Journal du Coin pendant un temps, donc j'ai traîné un petit peu dans ce secteur. Maintenant, c'est plus forcément quelque chose qui m'intéresse de dingue, quoi. Ouais, c'est ça, Bitcoin et Hype, pour moi, qui sont les deux seuls projets méritants de l'attention. Évidemment, il y a Ethereum, mais il a du mal à se réveiller, on va dire. Ah. Ouais, j'ai fait des articles au Journal du Coin. Ça remonte un peu, hein. Je pense que le dernier date de 2022-2023, peut-être. Je ne sais plus de quand date le dernier. Je pense que ma page a été supprimée depuis, parce qu'il y avait eu quelqu'un qui s'était amusé à prendre mon Twitter et à modifier le nom pour atterrir sur la page du Journal du Coin. Il y avait eu une histoire avec ça, donc je ne sais pas... je ne sais pas ce qui est devenu ma page journaliste. Hop. Bon, je pense que on a à peu près fait le tour, les gars. Chat mis en pause à cause du défi. Je pense qu'on a à peu près fait le tour de ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, en vrai. Écoutez, très content de ce premier live. J'ai essayé de faire au mieux en termes de prise de parole, en termes de fluidité du live. Encore une fois, hyper content d'avoir de l'interaction, de pouvoir discuter avec des gens. Je retrouve un truc qui me manquait dans le format podcast. Donc vraiment, merci d'avoir été là pour le premier live. En tout cas, c'était vraiment très très cool. C'était un bon exercice. Hop. Bienvenue à tous les derniers, hein, Romain023, Kirua69, Satoshi le God, Magic War, Corentin, Nalimboy, Napoléon 1er, Chase BGS, je ne sais pas comment se prononce ton prénom, mais très très cool de faire ce premier live. Hop, je peux passer. J'ai même une deuxième scène avec une transition, les gars, s'il vous plaît. J'aurais dû la mettre depuis un petit moment. Enfin bref, vous avez de toute façon, je pense, l'idée de ce qui va se passer sur ce live. Encore une fois, l'idée c'est de construire du long terme, que vous suiviez un peu ça vraiment au cœur du truc, que ça vous apporte des choses en termes d'analyse, parce qu'évidemment je vais parler, comme je vous ai dit, d'une vingtaine de boîtes, mais l'idée c'est que tout ce qu'on apprend, tout ce que je vous explique là, en fait ça puisse vous resservir par la suite. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'amener cette valeur ajoutée. Tous les lives auront le même format, je sais pas trop en vrai comment on va faire à ce niveau-là. Je pense que ça va beaucoup dépendre. On est en plein réglage, hein. C'est le premier live, c'est un premier shoot. Donc on va voir en fonction des retours, en fonction de ce qui vous intéresse. Est-ce qu'on parle de géopolitique, est-ce que non, est-ce qu'on parle d'économie, est-ce qu'il y a vraiment que les actions qui intéressent, je ne sais pas. Je ne sais pas encore comment on va faire à ce niveau-là. Ça dépendra des retours au fur et à mesure. Je pense que là, dans un premier temps, l'idée c'est quand même de remplir un peu cette idée de portefeuille communautaire avec mes valeurs dans un premier temps. Puis bah, j'ose espérer qu'au fur et à mesure des semaines, il y ait de plus en plus de gens qui viennent sur les lives, que l'habitude commence à être prise, et que vous commenciez à me suggérer vos propres valeurs, en fait. C'est un peu ça dans l'idée pour l'instant, quoi. Hop. C'est une première, qui en plus commence à être en été, il fait beau, donc... Il n'y a pas eu forcément full, mais au fur et à mesure qu'on va lancer ça, au fur et à mesure que les gens vont prendre l'habitude, ça va être cool. Ça va être cool. Donc voilà, bon. Je pense que sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Pour ceux qui ont loupé une partie du live, je vous invite encore une fois à rejoindre le YouTube. Donc, je vais mettre la commande YouTube. Sur YouTube, vous trouverez, le lien est dans le chat, vous trouverez les rediffusions et idéalement des best-of. Je vous invite également à voir nos dossiers et nos analyses sur le site directement Substack. Pareil, le lien est dans le chat. Et puis voilà, hein, évidemment nos réseaux, Twitter, Instagram, mais bon, vous venez probablement de là pour être atterré sur notre live, donc voilà. Salut tout le monde, je vous dis à la prochaine, et puis mardi prochain 19h, 21h. C'est pas le mercredi, c'est le mardi. Mardi de 19h à 21h. On vous tiendra au courant sur les réseaux de toute façon. Allez, ciao ciao tout le monde.